Et alors, a-t-on vécu aujourd'hui le baroud d'honneur des syndicats? La 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites est-elle une réussite même s'il y a moins de monde? La CGT annonce, je vous le rappelle, 300 000 manifestants à Paris, 31 000 selon la police. Pourquoi moins de monde dans les cortèges? On rappelle que la réforme est adoptée et que 2 décrets d'application sont déjà en vigueur. Mais les Français ont-ils vraiment tourné la page quand on voit que les 2/3 d'entre eux soutiennent encore la mobilisation dans les tout derniers sondages? Avec nous, pour commenter cette journée forcément particulière, Frédéric Souillot, qui est secrétaire général de Force Ouvrière, Guillaume Fard, consultant police-justice de BFM TV, Benjamin Duhamel, journaliste politique de notre chaîne, et Amandine Atalaya, elle aussi éditorialiste politique de BFM TV. Nous sommes rejoints par Emmanuel Anison, merveilleuse nouvelle, grand reporter à l'Obs, spécialiste des mouvements contestataires. Peut-être un premier point, Guillaume Fard, on s'interroge sur ce qu'a été la mobilisation. De fait, elle est en baisse, mais en même temps, elle n'est pas ridicule. Alors, comment peut-on la qualifier ce soir? Je vois que Frédéric Souillot réagit déjà. C'est un niveau qui est, comme vous l'avez dit, qui est inférieur à ce que cela a pu être. À Paris, le ministère de l'Intérieur avait déjà donné la barre des 100 000 atteintes et même dépassé. Ce qui est beaucoup pour Paris. 100 000 manifestants à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. Ça n'avait plus été vu depuis plusieurs années jusqu'à ce mois de janvier et que cette manifestation ou ces manifestations contre la réforme des retraites ne démarrent. Donc là, effectivement, on est 3 fois moins que le maximum. Mais 30 000 manifestants à Paris en semaine, cela reste un niveau relativement élevé. Si on regarde, alors pas seulement depuis le début de la manifestation, mais aussi ce qui se passé lors des années précédentes et même ce qui a pu se passer en 2019, par exemple, quand ça a aussi manifesté, notamment sur la fin d'année 2019, début 2020, déjà contre la manifestation contre les retraites. Donc ça reste un niveau qui est certes en baisse, mais qui est un niveau tout de même significatif. Et après, sur le plan de l'ordre public, il n'y a pas de débordement particulier à signaler, contrairement à ce qui avait pu être Oui, hier, les policiers étaient, semble-t-il, très inquiets. À une exception notable, celle du préfet de police de Paris, qui, interrogé sur ce plateau par Aurélie Casse hier soir, se disait, je le cite, extrêmement serein. Bon, donc on est passé par plusieurs étapes, en tout cas, d'angoisse, de désangoisse. Oui, après, les services de renseignement ont toujours une tonalité un peu anxiogène, parce que s'ils ne l'ont pas, on va leur dire qu'ils n'avaient strictement rien anticipé. Et le préfet de police de Paris, lui, a toujours une tonalité plutôt rassurante. Et les faits, aujourd'hui, lui donnent plutôt raison de ce point de vue. Alors, avant de vous donner la parole, Frédéric Souillot, quand même, ma camarade Emmanuel Anison, grand reporter à l'Obs, spécialiste des mouvements contestataires. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée? Alors, à la fois, on peut dire que c'est plutôt une réussite dans la mesure où effectivement il y avait quand même du monde dans la rue. Donc pour les syndicats, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas réussi leur pari. En même temps, ça n'a pas été un déferlement. Au fond, ça ressemble à ce à quoi on s'attendait, il me semble. C'est-à-dire une semi-réussite. C'est pas une déculottée. Et en même temps, c'est un baroud d'honneur. Voilà. En fait, la plupart des gens, là, j'ai fait un tour. Les gens qui manifestent aujourd'hui savent très bien que c'est plié, le disent. Voilà, ils sont là pour dire on est là. Et ils sont là surtout pour dire on sera là. Voilà, c'est ce qu'on entend beaucoup dire dans ceux qui marchaient, c'est-à-dire rendez-vous à la rentrée, quoi. Quel était le climat finalement? Bon enfant? Oui, le climat était plus bon enfant. En fait, la tête de cortège, que vous appelez le pré-cortège, était pas très, très, très nombreux. Et il n'y avait pas d'éléments étrangers, Black Bloc très, très organisés. Il y avait beaucoup de jeunes venus avec leur cagoule, tout ça, qui étaient en attente que quelque chose se passe. Mais finalement, personne, manifestement, n'a pris l'initiative d'organiser ces blocs. Parce qu'il faut que des gens entrent. Il faut qu'ils soient assez nombreux. Il faut que ce soit assez organisé. Clairement, aujourd'hui, ça n'était pas le cas. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est toujours assez difficile de savoir les raisons de tout ça. Voilà, donc c'était assez bon enfant et surtout... on aimerait bien que ça le reste. Non, parce que très souvent, c'est la fin de manif qui est quand même un peu compliquée, on est d'accord. Oui, non, mais de toute façon, même si ça clash en fin de manif... ça ne dit rien de ce que va être la suite, en fait. C'est ça la question. C'est-à-dire que de toute façon, on est en fin de séquence, là. Voilà, on est en fin de séquence. Ça va peut-être clasher un peu à la fin de la manifestation, mais c'est pas ça qui va changer grand-chose par rapport à tout ce qu'on a vu. Le 1er mai était beaucoup plus important et beaucoup plus fort, et on sentait une tension beaucoup plus importante. Même si là, ça clash, c'est pas ça qui va être fort. Ce qui est fort, c'est, en tout cas dans ce que les gens disent sur le terrain, c'est on vient là symboliquement et on sera là à la rentrée. J'ai entendu des jeunes et j'ai entendu évidemment aussi de ceux de la France Insoumise, des syndicalistes, etc. Bon, Frédéric Souillot, qu'est-ce que vous retenez de cette journée, vous? C'est une belle réussite. C'est une belle réussite. On a mis du monde dans la rue.
Alors, vous avez donné plusieurs chiffres, les chiffres du 1er mai. Mais le 1er mai était un jour férié et on est venu manifester en famille sur toute la France. Et c'était la première fois qu'on mettait autant de monde pour le 1er mai. Et c'était aussi la première fois qu'il y avait toutes les organisations syndicales qui appelaient à défiler pour le 1er mai. Oui. Et bien là, toutes les organisations syndicales ont appelé à défiler. Alors, on va être encore pas d'accord avec les chiffres de la police et les nôtres, mais cette journée, c'est une vraie réussite. Et comme l'a dit Madame juste avant, eh bien, c'est pas la der des der, puisque j'ai vu le titre. C'est pas la der des der. J'ai vu avec un point d'interrogation. Oui. Donc, j'ai pas été longtemps à l'école, mais quand il y a un point d'interrogation, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'on se pose une question. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Eh bien, on va se revoir. On a une intersyndicale la semaine prochaine. On va en rediscuter entre nous. Et puis, on va regarder quand est-ce qu'on revient. Les sondages disent qu'encore que 2/3 des Français sont pour que l'on continue la mobilisation. Nous vérifierons ça dans quelques instants avec Pierre-Adrien Bartoli, qui est directeur des études politiques d'Aris Interactive et que je salue puisqu'il nous a rejoint. Et nous ne tournons pas la page de la réforme des retraites. Nous ne tournons pas la page de la réforme des retraites. Non. Comment est-ce possible ? La vie continue, d'autres... Oui, mais notre vie a continué aussi entre chaque mobilisation, chaque réforme. Les victoires que nous avons eues sur la communication, sur cette intersyndicale qui tient, où on assume nos différences, mais où on arrive à faire des communiqués où il ne manque aucune organisation, eh bien, demain, sur tous les décrets qui vont paraître, notamment les 31, oui. Ceux qui sont parus hier, alors on a tous pris ça comme une petite provocation, mais on est un peu habitués, les veilles de manifestation. Il y a toujours la petite provocation de l'exécutif. Oui, le gouvernement vit sa vie. Oui, voilà. Oui. Eh bien, dedans, on reparle des actifs et superactifs. C'est-à-dire policiers ou pénitenciers qui devront, ce que j'ai dit une fois sur ce plateau, prendre 2 ans ferme. Eh bien, sur ce sujet, c'est le Conseil constitutionnel qui avait retiré ça de la loi. Eh bien, on va le remettre sur la table et on va y retourner. Alors, on va faire un point très complet avec vous, Magali Chalet, sur les chiffres de cette journée, puisqu'on a les tout derniers qui viennent de tomber. Exactement, donc 281 000 manifestants en France, selon la préfecture, 900 000 selon la CGT. Et à Paris, entre 31 000 et 300 000, c'est le plus faible niveau de participation depuis le début du mouvement social en janvier. Alors un peu partout, en région, les cortèges étaient clairsemés, même dans les bastions de la contestation, comme à Nantes. À Marseille, il y a eu presque 3 fois moins de manifestants que le 1er mai, à tel point qu'au dernier moment, ils ont carrément modifié le parcours de la manifestation. Alors, contrairement aux précédentes journées de manifestation, il y a eu peu de perturbations. Dans les écoles, 5,6% d'enseignants grévistes, comme dans les transports, même si 1/3 des vols ont été annulés au départ de l'aéroport de Paris-Orly. Alors, quelques actions coup de poing, tout de même, ont eu lieu ce matin, comme le siège du comité d'organisation des JO 2024, qui a été envahi brièvement par des militants de la CGT, ou alors des électriciens qui ont procédé ce matin à une coupure d'électricité à Issy-les-Moulineaux, où il y a beaucoup de sièges de médias. Merci Magali Chalet. Alors Pierre-Adrien Bartoli, il y a un paradoxe. Dans votre dernière enquête, 66% des Français soutiennent toujours le mouvement, 55% estiment que les organisations doivent continuer à appeler à la mobilisation. Et pourtant, aujourd'hui, on avait quand même nettement moins de monde dans la rue, même si, rappelons-le, réussir, en prenant le chiffre du ministère de l'Intérieur, réussir à réunir 300 000 Français aujourd'hui dans les rues de nos villes, ça reste un score tout à fait honorable. Voilà, il y a comment triez-vous les choses, si je puis dire ? Ce paradoxe, en fait, il est particulièrement important aujourd'hui, mais il l'est depuis le début. Depuis le début, on a un soutien très fort à ce mouvement, mais des participations qui ne sont pas non plus historiques. Et ça vient notamment d'un fait, ou d'un troisième chiffre qu'on n'a pas cité là, qui est la part des Français qui ont l'impression depuis le début que de toute façon, quoi que l'on fasse, la réforme va passer. Et ce chiffre, il est très élevé. Il flirte avec les 80%. Et ça a été intériorisé dès le début ? Exactement. Donc, dès le départ, les Français qui sont allés manifester, évidemment, ils tenaient à leur retraite, au système de retraite tel qu'il existait. Ils étaient opposés à la réforme qui était portée. Mais il y avait une autre part, une autre motivation plus profonde, celle-là, qui était non pas seulement de se battre sur cette question de la retraite, mais montrer au gouvernement qu'on pouvait avoir une opinion différente et que cette opinion, elle était légitime. Et tout le débat qu'on a eu, c'est ça. C'est un gouvernement qui a dit les Français n'ont pas compris,
on n'a pas assez expliqué ce qu'était la réforme. Et en face des Français qui sont mobilisés... Les Français ont très bien compris. Hein, alors que les Français, eux, avaient très bien compris. Ils étaient juste en désaccord avec le projet qui était porté. Et presque pire, plus on leur disait qu'ils n'avaient pas compris, plus ça les frustrait et plus l'augmentation dans nos sondages du soutien de la mobilisation était mesurée. Quel est le point ce soir qu'il faut mettre en avant, Benjamin Duhamel ? Vous avez raison de rappeler que de réussir à mettre 280 000, près de 300 000 personnes dans la rue, alors même que la loi est adoptée, promulguée, qu'elle va rentrer en vigueur le 1er septembre, ce n'était pas banal. Maintenant, je crois qu'il faut voir aussi la mobilisation et sans doute une forme d'échec à l'aune de deux éléments. À l'aune d'abord des déclarations d'un responsable syndical, sans doute le principal, Laurent Berger, qui dit « le match est en train de se terminer ». Alors les autres responsables syndicaux ne le disent pas de la même manière. Ça va plus loin, c'est qu'on le veuille ou non, exactement, le match est en train de se terminer. Au fond, Laurent Berger, qui depuis le début de cette crise sociale a toujours eu un discours de très grande lucidité, même s'il était extrêmement ferme et d'ailleurs aligné avec l'intersyndicale, cette phrase de Laurent Berger, elle symbolise ce qui est en train de devenir le mouvement social, c'est-à-dire certes une capacité forte à mobiliser, une opinion qui est toujours très fortement opposée à la réforme des retraites, mais qui a intériorisé, a intégré le fait que cela allait continuer. Et c'est pour cela, M. Souillot est dans son rôle, mais les discours syndicaux politiques consistant à expliquer que non, il y a encore une possibilité que peut-être ils vont attaquer les décrets devant la justice. Très bien, mais la réalité, c'est que les Français ne semblent n'y pas y croire. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut aussi lire la mobilisation d'aujourd'hui et une forme d'échec à l'aune de ce qui va se passer jeudi et à l'aune de l'objectif initial de la manifestation du jour qui était de mettre la pression sur les députés avant le 8 juin parce que au moment où la manifestation avait été envisagée, l'idée c'était de dire le 8 juin il y aura un vote sur la proposition de loi Liot pour abroger la réforme des retraites. Or là-dessus, il n'y a pas de suspense, il n'y aura pas de vote. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a décidé, et on peut s'interroger sur la façon dont il balaye d'un revers de main cette proposition de loi au nom de l'irrecevabilité, c'est-à-dire l'article 40 de la Constitution. Mais le fait est que de ce point de vue-là, le gouvernement a gagné la bataille politique qu'il y avait avec les oppositions. Donc si on fait le bilan de tout cela, ce que dit Laurent Berger, ce que pensent les Français et le fait que le 8 juin, il n'y aura pas de débat autour d'une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites, eh bien, cela dit qu'on est en train de passer à une autre phase. Il y aura des négociations. Il y a d'autres sujets qui sont sur la table. Mais là où ce sera peut-être un peu plus difficile, Monsieur Souillot, c'est que sur ces sujets-là, les sujets qui seront versés à la négociation, vous n'êtes pas tous d'accord. Vous êtes sans doute moins d'accord entre vous que vous ne l'étiez sur le refus des 64 ans. Et par ailleurs, sur des points forts que vous avez mis en avant, que ce soit par exemple la conditionnalité des aides publiques, le fait de revenir sur ce qui avait été fait en 2017 sur le droit du travail, le gouvernement, pour l'instant, ne donne pas franchement de signes qui permettent de se dire qu'il serait prêt à lâcher du lest. Frédéric Souillot, que répondez-vous à ce bilan qui est un peu moins voyant que celui que vous nous proposiez? Mais c'est normal que Benjamin fasse cette déclaration. Alors, il est dans son rôle, comme moi, je suis dans le mien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un échec. Et jeudi, nous verrons bien. La seule chose que ça va mettre dans la tête des citoyens, et j'espère qu'un jour vous ferez un sondage là-dessus, c'est que le Parlement, c'est juste une chambre d'enregistrement. Et quand l'enregistrement, l'exécutif ou le gouvernement ne le veut pas, il reprend un artifice constitutionnel, comme à chaque fois. Cette loi n'a jamais été votée par le Parlement. C'est tout à fait juste. Tout cela n'en reste pas moins parfaitement constitutionnel. C'est-à-dire que les lois de la République n'ont pas été violées, même si on peut estimer que c'est choquant. Oui, d'accord. Mais sur le fond, sur la forme... Sur la phrase de M. Berger... qu'on le veuille ou non, le match est en train de se terminer. Est-ce que vous souscrivez à ce constat ? Le match est en train de se terminer, mais jusqu'à la dernière minute, c'est comme quand on dit le bal est fini, c'est quand les musiciens remballent les instruments que le bal est terminé. Pour l'instant, on aura une intersyndicale la semaine prochaine. Nous vous ferons un communiqué. Peut-être qu'il y a des syndiqués dans les musiciens, parce que on sent bien qu'on est en train de ranger les instruments. Écoutez, je les ai à un rythme encore un peu entendus différent. cet après-midi. Si vous avez été à la manifestation, il y en avait. Ils ne rangeaient pas les instruments. Il n'y a pas de résignation. Alors, il y a une résignation sur la réforme des retraites. Très clairement, dans les rangs des manifestants, il n'y en a plus un qui croit que cette réforme des retraites va encore être un cheval de bataille. Ce que l'on entendait comme musique, c'était plutôt, on a montré à l'occasion de cette réforme des retraites
qu'on pouvait être nombreux, qu'on pouvait quand même exister. Il y a une forme de retour, on va dire, des syndicats qui n'ont pas réussi, puisque ça a quand même s'aboutit à un échec, mais qui ont néanmoins réussi à amener des gens dans la rue, à refaire marcher des gens pacifiquement dans les rues en nombre. Et ce qu'on entendait cet après-midi, c'était on a pu être là, on sera de retour, par exemple, sur les conditions de salaire à la rentrée, sur des sujets de ce genre, et des gens qui se disent on a su mobiliser, peut-être qu'on pourra de nouveau mobiliser sur des sujets de ce type. Alors, peut-être une question. Est-ce qu'il y a une réunion de l'intersyndicale et quand Il y a une réunion de l'intersyndicale mardi matin, 8h30. Donc, vous ne vous voyez pas ce soir? On s'est vu dans le carré-tête cet après-midi. On s'est vu, on a discuté. Quand est-ce qu'on se revoit? Puisque jeudi, il va y avoir quand même un débat. Frédéric Souillot, excusez-moi, c'est donc bien la fin d'une époque. À chaque grande manif, vous avez été réunis le soir, il y a eu une prise de parole. Je pense que ces images ont été très importantes pour les Français. De vous voir ainsi unis, prendre la parole 2 heures après la fin des manifestations sur des textes qui généralement étaient assez courts et qui ne posaient aucun problème entre vous. Ce soir, on passe à autre chose. Je ne sais pas s'il faut parler de désunion, on se rend bien compte que les sensibilités vont réapparaître. Alors, ce n'est pas la première fois, Yves. Si vous regardez pour le 1er mai, on a fait le communiqué de presse que le 3 mai. Donc, depuis le 10 janvier, on a été malin. Alors, le président de la République ne l'a pas entendu et s'est servi des artifices de la Constitution pour dire « je ne bougerai pas, je suis droit dans mes bottes ». Eh bien, nous nous voyons la semaine prochaine à 8h30, mardi matin. Bon, rendez-vous donc mardi matin à 8h30. Presque autant de langue de bois que certains politiques. Et pourtant, d'habitude, vous en faisiez un peu moins. Oui, absolument. Il a raison, Benjamin. Je ne suis pas langue de bois, regardez. Je ne suis pas langue de bois, j'explique juste. Ça ne suffit pas à nous convaincre. Non, l'argument n'est... Oui, non, il n'est pas recevable. Il peut faire sourire, mais il n'est pas recevable. Tout à l'heure dans le carré-tête et nous avons décidé notre intersyndicale mardi prochain à 8h30. Alors, on rappelle quand même que cette journée, visiblement, s'est passée avec peu de difficultés, en tout cas en termes de traitement de l'ordre public. Quasiment pas. Alors après, il faut bien évidemment distinguer Paris du reste des grandes villes. Traditionnellement, l'ouest français, notamment Nantes et Rennes, sont des villes où les manifestations sont toujours plus difficiles sur le plan de l'ordre public que dans d'autres grandes villes de France, notamment de l'Est et du Sud. Oui. Maintenant, dans le cas particulier de Paris, le préfet de police de Paris, je le disais, se déclarait sur notre antenne hier soir très serein. Et les faits lui donnent plutôt raison. Aujourd'hui, sur les 30 000 manifestants à Paris, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, il n'y a pas eu de débordement majeur. La direction du renseignement de la préfecture de police de Paris redoutait qu'un black bloc ne se forme. On ne l'a pas véritablement vu. Et à l'exception d'une petite cabane de chantier qui a été incendiée, il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public d'ampleur comparable à ce qu'on a vu, par exemple, le 1er mai dernier, en début de manifestation. Ce climat, on va en juger encore sur le terrain en retrouvant Place d'Italie nos équipes, les équipes de BFM TV qui sont sur place. Oui, tout à fait. Regardez, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que les gendarmes ont enlevé leur casque et ils ont repassé leur calot. C'était il y a quelques minutes. Preuve que c'est extrêmement calme au niveau de cette place d'Italie. Alors, il y a eu quelques tensions, mais honnêtement très sporadiques, très loin de ce qu'on a connu sur d'autres rassemblements. Là, c'était vraiment des tensions parce que parfois, il fallait intervenir, arrêter des feux. Et comme à chaque fois, en fait, ce qu'il se passe, c'est que les forces de l'ordre sont obligées d'éloigner les manifestants, mais ne serait-ce que pour leur propre sécurité. Et dans ces cas-là, ils utilisent des gaz lacrymogènes pour les faire reculer. Mais vous voyez, au niveau de cette place d'Italie, on voit bien qu'il y a vraiment très peu de monde actuellement. Normalement, il y a toujours des gens qui restent et qui stagnent un petit peu, qui ont du mal à partir. Et là, on voit quand même que le plus gros des troupes est déjà parti parce que les métros fonctionnent encore pour permettre justement une dispersion plus rapide. Et là, vous voyez, il y a quelques stands pour s'alimenter. Il y a un peu de musique. Donc, l'ambiance, honnêtement, est bon enfant, bien loin de ce qu'on a connu à d'autres moments de la manifestation ou d'autres manifestations précédemment dans les précédentes semaines. Merci beaucoup. Alors, on a une autre équipe sur le terrain qui a été au cœur de la manifestation toute la journée et qu'on va retrouver tout de suite. Comment ça s'est passé exactement, cette journée et ce climat au sein des rangs de la manifestation? Eh bien, écoutez, le climat a été globalement très, très calme pendant toute la durée de cette manifestation. Nous, on a suivi
pendant tout le long du cortège un groupe de Black Bloc, une centaine de Black Bloc qui étaient présents dans le cortège. Il y a eu quelques moments de tension, quelques moments de heurts avec les forces de l'ordre. Le plus impressionnant a été notamment ce feu de chantier de préfabriqué allumé en plein milieu du boulevard du Pont-Royal. Mais les tensions sont rapidement redescendues. Les pompiers ont pu intervenir pour éteindre les flammes. Il y a eu d'autres moments de heurts, encore une fois, entre les forces de l'ordre et les Black Blocs, avec des jets de projectiles par exemple, ou des banques qui ont été attaquées, des vitrines de banques qui ont été attaquées par quelques personnes, membres de groupes perturbateurs. Mais globalement, est-ce qu'il faut souligner, encore une fois, est-ce que vous soulignez à l'instant, c'est qu'il n'y a eu aucun incident majeur lors de la manifestation. La situation n'a jamais été hors de contrôle. Et ce qu'il faut souligner aussi, eh bien, ce qui a été impressionnant à voir, c'est que malgré ces 14 journées de mobilisation, malgré les pertes de salaire pour certains, il y avait encore du monde, beaucoup de monde dans les rues de Paris, des gens avec qui on a pu discuter, qui nous ont raconté eh bien, que même si cette loi a été promulguée, même si les premiers décrets d'application ont été publiés, eh bien, cette mobilisation, tant que le dernier rôle ne sera pas joué, il faut être dans la rue aussi pour montrer au gouvernement que la force de frappe, la force de mobilisation de la population est importante, qu'elle pourrait être à nouveau activée lors des prochains combats. Et puis un manifestant nous soulignait aussi que ce mouvement avait permis aussi de renforcer le poids et la visibilité des syndicats pendant ces 5 mois de mobilisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à souligner quand on a suivi plusieurs manifestations. Et puis encore une fois aujourd'hui, sur cette 14e journée, pas d'incident majeur à signaler. Quelques affrontements, quelques heurts avec les forces de l'ordre et les Black Blocs, mais ça arrive quand même assez régulièrement sur ce genre de journée. Globalement, tout le reste du cortège s'est très bien déroulé. Les équipes de BFM TV sur le terrain depuis la place d'Italie. Nous sommes rejoints par Christophe Rouget, qui est commandant de police et secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Et expliquez-nous, hier après-midi, on avait un climat tendu qui nous annonçait de possibles difficultés, en tout cas qui relevait, on va dire, d'une certaine inquiétude de nos forces de police. En seconde partie de soirée, on a déjà changé un petit peu de tonalité. Cet après-midi, ça se passe bien, tant mieux. Je précise à nos téléspectateurs que les images d'Algeco en train de brûler font partie des très rares déprédations qui ont eu lieu cet après-midi dans les rues de Paris et que ça ne rend pas compte du climat dans lequel tout cela s'est passé. Comment se fait-il qu'on passe par des vagues aussi différentes ? Vous savez, il y a des prévisions qui sont faites par les services de renseignement et nous avions peur effectivement d'un baroud d'honneur et que de nombreux Black Blocs viennent aujourd'hui pour mettre à feu et à sang du coup ces rues dans Paris, dans d'autres grandes villes et encore une fois éviter que le mouvement syndical puisse manifester en toute sécurité et mais ça veut dire, pardonnez-moi, que vous aviez des informations qui pouvaient aller dans ce sens. Ça n'était pas juste la crainte de... Bien sûr, il y avait des informations avec des gilets jaunes qui devaient venir, avec des mouvements Black Bloc qui devaient venir. Il y avait un anniversaire aussi de Clément Méric, un antifa qui était décédé depuis 10 ans. Donc on avait tout ce faisceau. Et aujourd'hui, malheureusement, et je suis triste en tant que représentant syndical, on a eu moins de monde dans les rues. Et quand on a moins de monde dans les rues, on a aussi les Black Blocs qui peuvent moins se cacher. Et donc on a effectivement des Black Blocs qui n'ont pas pu certainement se conduire. Attendez-moi, vous nous dites à grande manif, à grande mobilisation, Black Bloc potentiellement plus violent, plus en capacité d'agir. Leur capacité, vous savez, elle est de se mêler dans les grands mouvements, dans les grands rassemblements, au milieu de se cacher. Et lorsque vous avez moins de monde, ils sont davantage visibles et la police peut plus rapidement intervenir. Que la police, elle est juste là pour protéger les cortèges, assurer la sécurité des manifestants. Mais lorsqu'il y a moins de manifestants, ils sont plus visibles. On avait aussi utilisé des drones sur les manifestations. Et donc, on peut plus facilement les interpeller. Alors, vous percevez les choses de la même façon, vous qui êtes très souvent au milieu des cortèges. Oui, de toute façon, là, honnêtement, dès le début de la manif, on voyait tout de suite que ce ne serait pas une manif trop dangereuse, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y avait un pré-cortège qui était assez restreint et en fait, on les repère. Ils se mêlent à la population, sauf qu'en fait, on les repère très vite. Et là, on voyait très bien qu'ils n'étaient pas très nombreux et que ce ne serait pas... très, très agissant comme organisation. Pierre-Adrien Bartoli, que veulent les Français maintenant ? C'est un peu la suite de la question que vous posiez tout à l'heure. Est-ce que c'est la fin du match ? En tout cas, eux, ils anticipent un match retour. Et ce match retour, il ne va pas jouer exactement sur le même terrain que le match aller. On a eu un déplacement de la problématique qui était les retraites au départ et qui, au moment du 49-3, est plutôt devenu comment est-ce qu'on est gouverné et quel lien on a avec nos gouvernants. Et la question qui se pose désormais, c'est celle-là. C'est moins celle des retraites dans l'esprit des Français, mais quel rapport on a avec nos gouvernants, quelle est
ce régime dans lequel on vit, est-ce que c'est une démocratie? Enfin, je ne sais pas si vous avez vu les tracts de la France Insoumise pour aujourd'hui, mais les tracts, c'était défendons nos retraites d'un côté, mais également protégeons notre démocratie. Donc on voit ce basculement et ce changement qui se fait. Et ce doute, il est important parce qu'il dépasse le cadre d'une mesure qui est prise, quand bien même elle est symbolique et importante, mais elle touche au fondement de la société. Et on sent que ça vacille. Ça vacillait déjà avant et ça n'a été que renforcé par la séquence dans laquelle on commence tout juste à entrer désormais. On va écouter, si vous le voulez bien, Sophie Binet pour la CGT et Laurent Berger pour la CFDT. C'est quand même probable qu'il y ait d'autres manifestations au vu de la situation sociale dans le pays, parce que la colère sociale, elle est énorme, notamment en matière de salaire. Il y a un refus aussi des politiques d'austérité. Et donc, la question, c'est à quelle échéance et selon quelle modalité, et nous le déciderons ensemble. C'est la dernière, évidemment, sur la question des retraites dans ce format-là. Enfin, je veux dire, on va pas se raconter d'histoire. On a les chiffres de la mobilisation, ça reste encore important. Donc, il y a toujours une colère et un ressentiment. Maintenant, il va falloir qu'on cultive cette mobilisation qui a été la nôtre pour travailler sur les salaires, le pouvoir d'achat, les conditions de travail, l'évolution du travail, le dialogue social. Et on continuera de porter une contestation forte sur les retraites, mais ça ne prendra pas les mêmes formes, ça me paraît évident. Frédéric Souillot, vos camarades, et qui le demeurent, si j'ai bien compris, abordent les choses de façon assez différente que vous. C'était la dernière manif, nous dit Laurent Berger. Sophie Binet nous dit... parle d'autres mobilisations, mais pour d'autres sujets, alors que vous nous dites depuis le début de notre émission, non, on reste un pied sur les retraites parce que, en gros, tout n'est pas terminé. Je dis ce que j'ai dit tout à l'heure. À Force ouvrière, on ne tourne pas la page sur la réforme des retraites. Pour autant, quand j'ai été voir la première ministre... Au minimum, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est la fin de l'intersyndicale. Non. Moi, je vous dis que ce n'est pas la fin de l'intersyndicale. Et je ne fais pas de la langue de bois. Le 16 mai, quand j'ai été rencontrer la Première ministre, j'ai été lui remettre toutes nos revendications. Et revendications communes sur lesquelles on est tous entièrement d'accord, c'est salaire, pouvoir d'achat. Ce qu'a dit Sophie Binet et ce que dit Laurent Berger. On veut aussi discuter conditions de travail. Donc ce soir, nous tournons ensemble la page des retraites pour rentrer dans autre chose. Ça serait tellement plus simple si on le disait normalement. Eh bien, moi, je vous dis... et je l'ai écrit dans l'édito du journal de Force ouvrière, réforme des retraites, nous ne tournons pas la page. Alors, bien évidemment, on va quand même porter les autres revendications sur les salaires, sur les conditions de travail, mais pas pour rentrer dans le jeu que voudrait l'exécutif en nous disant, maintenant, prenons les choses par le bon bout, c'est-à-dire l'emploi des seniors, la pénibilité, et... Par contre, vous êtes quand même pris le recul de l'âge de départ et l'allongement de la durée de cotisation. On lui dit depuis octobre qu'il faut prendre les choses par le bon bout. Notre système de retraite par répartition, 80% c'est les cotisations, 20% c'est CSG, c'est RDS. Donc, plus on a d'emplois, moins on a de déficit. Et c'est le meilleur Donc vous remerciez moyen. le gouvernement d'avoir obtenu les meilleurs résultats en matière de lutte contre le chômage qu'on ait connu en France depuis 20 ans, pour ne pas dire 30. Je remercie personne, je suis content. Accessoirement les travailleurs qui travaillent pour préparer notre retraite. Bien évidemment. Oui. Benjamin Duhamel. Non mais il faut bien voir que... mais j'ai des lunettes. Et vous avez des lunettes, c'est vrai. Ce qui vous permet de bien voir et de regarder la réalité en face. Se dire que, de toute façon, je parle sous le contrôle de sondeur, ce qui s'est passé laissera des traces. Et effectivement, vous évoquiez le sorte d'évolution des sujets économiques aux sujets démocratiques. Je crois que ce qui va se passer jeudi là, il ne faut pas raconter d'histoire. C'est pas comparable à ce qui s'est passé après le 49-3. Les réactions ne seront pas les mêmes. La vivacité des oppositions ne seront pas similaires. Pour autant, restera l'idée que le gouvernement a utilisé tous les outils possibles et imaginables, des outils légaux, constitutionnels, mais pour éviter de prendre le risque de perdre, avec même parfois des drôles d'arguments entendus. Quand on entend la majorité se féliciter d'avoir gagné un vote en commission des affaires sociales pour ensuite empêcher qu'il y ait un vote dans l'hémicycle une semaine après, c'est vrai que c'est assez singulier. Maintenant, il faut aussi reconnaître que le gouvernement, ces derniers temps, a réussi à sortir de l'ornière. Par quoi est-ce que ça se traduit ? Ça se traduit dans les enquêtes d'opinion
avec un président de la République, une première ministre, c'est pas faramineux, hein, mais qui sont en train de reconstituer un socle de premier tour parfois un petit peu au-dessus chez certains sondeurs. Cela passe aussi par le fait que le gouvernement a réussi à mettre à l'agenda d'autres sujets que la réforme des retraites. On a vu des débats sur les questions d'investissement, sur les questions de fraude. Et donc, on est malgré tout dans un moment qui va évoluer. Après, la situation politique reste difficile, va se poser la question sans doute assez rapidement, plus rapidement qu'on ne le pense, de la possibilité d'un changement de casting. Ce qu'on peut vous dire ce soir, c'est que ce qui bruisse en coulisses, c'est que la possibilité qu'il y ait un remaniement est plutôt plus forte à court terme qu'elle ne l'était il y a quelques jours, quelques semaines, c'est-à-dire l'hypothèse que cela arrive avant le 14 juillet plutôt qu'à l'automne. Un changement de gouvernement avec changement de Premier ministre ou de chef de gouvernement. C'est une hypothèse avec le nom qui revient de plus en plus, celui de Julien de Normandie, l'ancien ministre de l'Agriculture d'Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat. Donc les difficultés du gouvernement n'ont pas disparu, mais en tout cas on passe indéniablement dans une autre phase, à charge aussi de s'assurer qu'il y ait un débouché pour tous ceux qui ont voulu exprimer leur colère sociale. Mais si j'ose dire, cette charge-là, elle incombe au gouvernement et elle incombe aussi aux syndicats. C'est-à-dire de ne pas lancer dans l'air des propositions dont ils savent très bien que de toute façon, le gouvernement n'en voudra pas. Précisément, je l'évoquais tout à l'heure, le fait de dire il faut il faut effacer tout ce qui a été fait en 2017 sur la question des ordonnances Macron, c'est-à-dire la fusion des instances du personnel. Ça, vous savez très bien que de toute façon, le gouvernement, sur ce sujet-là, n'acceptera pas de détricoter ce qui a été tricoté depuis 6 ans. Donc voilà, on est dans un équilibre pour s'assurer de répondre à une colère sociale qui, évidemment, est toujours présente. Pierre-Adrien Bartoli, la projection des Français dans l'avenir, notamment dans la vie économique et politique du pays, ça donne quoi ? Économique, on a effectivement cet enjeu de pouvoir d'achat extrêmement présent. Il a toujours été depuis des mois, il était juste moins traité, moins oui, la fin visible. Du mois reste quelque chose d'essentiel. Il a toujours été très important. Bien sûr. Et politique, ça c'est un point qui est essentiel à comprendre. C'est-à-dire que cette crise des retraites a évidemment un enjeu sur la retraite et les équilibres politiques, mais elle a surtout cristallisé une situation nouvelle qui a été entérinée post-présidentielle. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un petit doute au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, son deuxième quinquennat, sur sa capacité à réformer auprès de son cœur, auprès de ses électeurs. On a voté pour lui parce qu'il est réformateur, il n'a pas de majorité, ça a l'air un peu compliqué cette affaire. Est-ce qu'on a fait le bon choix ? Son cœur d'électeurs, excusez-moi, aujourd'hui c'est quoi ? 20% des Français ? 25 ? Oui, on est entre 20 et 25. D'accord. Ces Français-là, ils ont été rassurés par la séquence. Parce que malgré tout, Emmanuel Macron a réussi à faire passer cette réforme qui pourtant était difficile. Il a trouvé les astuces pour qu'elle fonctionne. Donc il repart, et c'est de là que vient cette petite hausse de popularité, il repart avec ce socle qui est solidifié, qui est même d'ailleurs un peu renforcé par les gens proches des Républicains, on va dire centre-droit, qui trouvent qu'au fond, Emmanuel Macron n'est pas un président si mal que ça. En revanche, en face de lui, il a 2/3, 70% des Français qui étaient opposés à sa politique et qui aujourd'hui le sont encore plus, qui le sont de manière très profonde et qui vont s'opposer à toutes les politiques qui seront menées. Donc on a un pays très divisé politiquement dans la séquence qui s'ouvre. Et Emmanuel Anison, cette photographie est assez inquiétante parce qu'en fait on se rend compte que le corps qui entoure Emmanuel Macron, le stock est globalement favorable parce qu'il trouve qu'il a tenu la route, mais tous les autres sont encore plus fâchés qu'ils ne l'étaient avant même la réforme des retraites. C'est ça le problème de fond, c'est que finalement, chacune de ces crises, des gilets jaunes jusqu'à cette réforme des retraites, il y a à chaque fois finalement un rendez-vous manqué avec, on va dire, toute une partie des Français qui aujourd'hui sont vraiment à la peine, qui sont en colère, et il y a une contestation sociale, mais il y a une contestation politique fondamentale. Avec, quand on parle avec les manifestants, on nous parle de déni démocratique. C'est pas pour rien qu'il y a eu cette énorme réaction au 49.3. Il y a vraiment l'idée que ce pouvoir, tel qu'il s'exerce, ça ne va pas. Ça, c'est depuis les Gilets jaunes. Et finalement, cette réforme des retraites, c'est une deuxième grosse crise qui a laissé de profondes cicatrices. Et ces cicatrices, de toute façon, elles ne sont pas oubliées. En plus, avec les réseaux sociaux qui passent en boucle ces vidéos, ces petites phrases d'Emmanuel Macron, ces vidéos aussi de violence pendant les manifestations. Il y a une espèce de mémoire qui se fait de cette crise, de cette radicalisation. Il y a eu, notamment au moment du 1er mai aussi, dans ces pré-cortèges, on a vu beaucoup de gens rejoindre ces manifestants violents. Alors, ils n'étaient pas là aujourd'hui, mais ils ont passé le pas. Et moi, j'en ai parlé avec beaucoup des jeunes qui n'avaient pas été violents auparavant et qui disent aujourd'hui, finalement, je suis prêt à le faire. Et en tout cas, même s'ils ne sont pas prêts à le faire, il y a aussi beaucoup de gens qui disent, finalement, cette violence, pourquoi pas. Voilà.
tout ça, ce sont des éléments assez inquiétants qui ne demandent qu'à rejaillir à une prochaine occasion. Donc pour moi, cette réforme des retraites, on peut dire le gouvernement Emmanuel Macron, c'est une victoire, sauf que sur le fond, non, ce n'est pas une victoire. Je vous ai vu abonder avec la tête, Christophe Rouget. Oui, parce que nous en avons des risques. Effectivement, la colère sociale, elle est là. Il y a eu 14 mouvements, certaines traînures, avec beaucoup de policiers blessés. Et le maintien de l'ordre en France, vient d'abord du pouvoir politique dans tous les pays. Et lorsque vous avez un pouvoir politique qui n'écoute pas des syndicats unis qui manifestent 14 reprises, peuvent plonger dans la violence. Et c'est ce que nous devons surveiller, nous les policiers. C'est ces gens-là qui se disent finalement on n'est pas entendu, on n'entend pas les syndicats, on n'a pas de dialogue social. Et demain, la seule moyen d'avoir des résultats, c'est cette violence. Et le risque, il est toujours devant nous. Et c'est un cadre de notre police nationale qui nous le dit. Un dernier mot, si vous le voulez bien, avec vous, Frédéric Souillot. Donc le rendez-vous, c'est mardi, c'est bien ça, avec vos camarades? Mardi, 8h30. Oui. On ne tourne pas la page et on n'est pas résigné. Parfait. Merci infiniment les uns et les autres d'avoir participé à cette première partie de débat. Je vous rappelle les 2 chiffres donc ce soir. La mobilisation selon le ministère de l'Intérieur dans l'ensemble du pays serait de 281 000 et selon la CGT de 900 000. Merci à tous.